tout de suite sur BION TV. Avoir choisi BION pour vous informer, c'est le meilleur choix. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Au menu, Amnesty International accuse les forces rebelles du M23 soutenues par le Rwanda de commettre des exactions d'une violence extrême à l'encontre des civils. Dans ce rapport dénommé « Ils nous ont dit qu'on allait mourir », l'ONG a documenté une série d'atrocités, viols collectifs, exécutions sommaires, disparitions forcées, enlèvements et attaques contre des structures médicales. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, ces actes pourraient s'apparenter à des crimes de guerre. Elle appelle à une pression diplomatique accrue pour mettre fin aux disparitions forcées. Ça sauve au marché, le panier de la ménagère est davantage en souffrance. L'organisation de la nourriture sur la table des ménages congolais ne répond plus à aucune norme. On se nourrit à tour de rôle ou de façon aléatoire. Les pays peinent à produire et l'essentiel de la nourriture provient forcément de l'extérieur. La perte du pouvoir d'achat frappe de plein fouet. À quand la revanche du sous-sol par le sol? La question fondamentale sur toutes les lèvres au regard de la politique en cours. Par conséquent, le rêve d'assurer l'autosuffisance alimentaire semble s'éloigner un peu plus si rien n'est fait pour renverser la tendance. Vers quelle rentrée scolaire en septembre se dirige-t-on sans préparatif? Les parents et les élèves restent perplexes face à la conjoncture. Les écoles tentent de compenser la gratuité de l'enseignement en misant sur les fournitures scolaires vendues à des prix onéreux, exemptant à peine les parents du coût d'inscription ou de confirmation d'inscription. Certains élèves sont carrément associés à ces préparatifs par le petit commerce et autres moyens de débrouille pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire qui arrive à grande vitesse alors que rien n'est prêt. Une situation récurrente pourtant. Les uns évoquent la crise économique, d'autres le manque des moyens financiers. Les années se succèdent et semblent se ressembler. C'est dans ce contexte que les Bleus-Blancs sont attendus à la prochaine rentrée scolaire. Voilà pour les sommaires. Bienvenue. Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les graves violations des droits humains perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette ONG internationale accuse les forces rebelles du M23 soutenues par le Rwanda de commettre les exactions d'une violence extrême à l'encontre des civils. Le rapport dénommé « Ils nous ont dit qu'on allait mourir » a documenté une série d'atrocités, des viols collectifs, des exécutions sommaires, des disparitions forcées et d'enlèvements et attaques contre des structures médicales. Amnesty International dénonce une militarisation croissante de la région où le M23 a consolidé son empire territorial pendant que le Wazalendo recevait des armes et munitions des FARDC. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, ces actes pourraient s'apparenter à des crimes de guerre. Face à cette situation, cette ONG appelle à une pression diplomatique accrue pour mettre fin aux disparitions forcées. Elle exhorte en même temps les États-Unis d'exiger de la RDC un mécanisme de contrôle sur les forces de sécurité et les groupes armés. Les États-Unis d'Amérique sollicitent du Conseil de sécurité des Nations Unies une réunion d'information d'urgence pour discuter des horribles abus contre les civils en RDC. Information livrée par le Bureau des Affaires africaines du département d'État américain, selon qui les violations ne menacent pas seulement les progrès vers la paix, mais perpétuent la souffrance des civils qui ont enduré des décennies de conflits. L'administration américaine, par le biais de son Bureau des Affaires africaines, promet de continuer à promouvoir l'obligation de rendre des comptes afin de garantir que ceux qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en subissent les conséquences. 12 militaires FARDC et quelques éléments Wazalendo poursuivis pour diverses infractions étaient au tribunal militaire de garnison d'Uvira, siégeant en matière répressive au premier degré. Les premières audiences déroulées dans la commune de Kalundu étaient consacrées à l'introduction de 8 affaires opposant le ministère public à 12 prévenus. Des précisions dans ce reportage.
Dans la salle d'audience du tribunal militaire garnison d'Ouvira, 12 prévenus ont comparu devant le tribunal militaire, présidé par le président, le major magistrat Mwanza Kanimbu Jean-Marie, assisté des 4 juges assesseurs, tous officiers subalternes. Parmi les 12 prévenus figurent 9 militaires des FARDC, dont 5 poursuivis pour vol des effets militaires à la base logistique de la 33e région militaire, 4 autres et un élément de la PNC poursuivis pour perte d'armes, violation des consignes et dissipation des munitions de guerre, 2 membres des forces d'autodéfense Ouazalendo, dont Papi Oseya, poursuivi pour meurtre de sa collègue Myriam Biayesu Aluvungi, et un autre général autoproclamé, chef de bande du nom de Kanani Kabeya Kuyu, poursuivi pour meurtre du major Salou Mutambwe, officier supérieur des FARDC, égorgé en date du 4 avril 2025 en mission de service à Sangé. Lors de cette audience introductive, 2 militaires rescapés des FARDC ont été également entendus, l'un comme renseignant de l'événement malheureux et l'autre comme renseignant selon l'appréciation du tribunal. Tous ces prévenus ont été assistés par leur conseil. Soulignons que l'audience a été renvoyée au 26 août prochain afin de faire comparaître d'autres personnes que le tribunal a estimées nécessaires pour la manifestation de la vérité. Célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu a encouragé le travail des humanitaires en faveur des milliers de familles en détresse dans cette province. Suivez le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa dans cet extrait choisi par Patrick Seloua. Plus d'1,5 million de personnes déplacées au Nord Kivu ne doivent leur survie qu'à l'aide humanitaire. Au nom du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, je tiens à réitérer l'engagement de notre gouvernement à veiller à la sécurité et à la protection de toute personne, y compris des organisations ayant pour mission d'apporter assistance aux communautés affectées par la crise humanitaire et de mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter le déroulement harmonieux des activités humanitaires. Pour revenir au sujet qui nous réunit ces jours, nous avons la ferme conviction que cette commémoration de la journée mondiale de l'aide qui a comme objectif de renforcer la sensibilisation aux principes humanitaires, incluant le droit international humanitaire et à la nécessité de leur respect, de faciliter un dialogue constructif avec les autorités et la société civile sur les enjeux sécuritaires et humanitaires et de mobiliser la jeunesse et les étudiants comme relais pour contrôler la désinformation et promouvoir la cohésion sociale et humanitaire. Vos troupes sont des auteurs. La RDC participera au Forum de coopération internationale sur la sécurité publique en Chine. L'ambassadeur chinois en poste à Kinshasa a remis officiellement l'invitation de son pays au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières. Zhao Bin a renseigné à Jacquemin Chabani que cette rencontre vise à renforcer la sécurité en République démocratique du Congo et à créer en même temps un climat favorable aux investissements chinois dans le pays. Voilà, pendant cette visite, cette rencontre, j'ai surtout transmis à M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, une invitation de son homologue chinois pour la participation de son Excellence M. le VPM à un forum en matière de sécurité publique organisé par la Chine en septembre. Et une rencontre entre M. le VPM et le ministre chinois de la sécurité publique. Le VPM a accepté avec plaisir cette invitation et nous avons donc, à côté de l'échange sur ce forum, on longuement parlé de quelques dossiers concrets relatifs à l'amélioration de la situation sécuritaire du Congo, pour mieux encourager l'investissement chinois dans votre pays. En fait, nous avons toute la confiance, tout d'abord en l'avenir du développement du Congo
Et nous avons aussi cette confiance en la partie congolaise de bien protéger les investissements chinois et les businessmen chinois. Persistance du phénomène Mobondo dans le Grand Bandundu, le commandant de l'opération Gemba est en visite d'inspection des troupes dans le chef-lieu de la province du Kwilu. Objectif, évaluer l'efficacité des troupes engagées dans la traque des insurgés Mobondo. Selon le porte-parole de la dite opération, le général Padiri mènera plusieurs rencontres avec les officiers militaires, les services de sécurité ainsi que les autorités locales. Le général-major Padir Moïse Jonas, commandant de la 11e région militaire et commandant des opérations Gemba, séjourne depuis mercredi dans la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu, pour se rendre compte de l'évolution des opérations et aussi inspecter les troupes engagées dans cette opération. Il a été accueilli par le militaire, les épouses militaires qui étaient émerveillées pour la toute première fois de voir les commandants de la 11e région dans cette ville. Ce jeudi, il a été accueilli par le gouverneur de province pour présenter ses civilités. Il a échangé également avec les personnels civils militaires qui travaillent aux côtés des militaires pour renforcer également la sécurité dans cette zone. Vous savez que depuis toujours, l'armée travaille avec sa population. Pendant ces 10 jours qu'il va séjourner à Bandunduville, le général-major Padiri va échanger également avec les différentes structures de la société civile. Question de mutualiser les idées sur la question sécuritaire dans la province du Kwilu et filer tout droit vers la paix durable. Et cette réponse du loup à la bergère, Kinshasa désapprouve officiellement l'attitude de Nairobi dans la démarche de la nomination d'un consul général à Goma, ville sous occupation des rebelles du M23 AFC. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'un acte de provocation car personne n'ignore la situation qui sévit à Goma. Une réponse de Kinshasa, malgré la réaction de Nairobi d'informer Kinshasa avant toute nomination officielle. Écoutez le porte-parole du gouvernement congolais. L'attitude du gouvernement kényan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Oui. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie, qui pour nous a bien évidemment ressemblé à une provocation, parce que personne n'ignore la situation dans laquelle se trouve Goma aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui se trouve au Madagascar actuellement, avait pris le soin de contacter son homologue kényan pour lui faire part justement de notre désapprobation par rapport à cette communication qui a circulé. Ils savent que leurs nominations ne peuvent pas prendre effet si l'État accréditaire, en l'occurrence la République démocratique du Congo, ne l'a pas approuvé. Mais d'après les explications données à notre ministre des Affaires étrangères par son homologue kényan, c'est des pratiques dans leur méthode diplomatique d'annoncer avant que cela ne puisse être formalisé, y compris en intégrant justement les avis du pays qui doit recevoir les diplomates. C'est contraire. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, on commence d'abord par notifier par les voies diplomatiques les États qui doivent accréditer nos diplomates. Les États ont l'occasion de se prononcer notamment sur le profil après les due diligence. Ce n'est qu'après que nous pourrons formellement procéder à la nomination de nos diplomates. Je pense que dès ces points de vue, la ministre des Affaires étrangères a obtenu des informations du gouvernement kényan, mais elle a aussi transmis nos informations parce qu'il faudrait s'abstenir, en connaissant le contexte justement de comment le rôle du Kenya est perçu en République démocratique du Congo, de s'abstenir de faire quelques communications qui risquent de prêter à confusion ou qui tentent à vouloir légitimer une occupation qui est appelée à finir d'ailleurs. On se rapproche de la rentrée scolaire, les préparatifs semblent ne pas suivre le rythme. Les vendeurs rentrent au bredouille, les parents espèrent encore trouver des moyens pour se rattraper et certains enfants sont carrément au four et au moulin. Suivez ce reportage. Kinshasa vit au rythme presque habituel la veille de la rentrée scolaire. Chez les vendeurs, c'est l'inquiétude. Le cas de marché Selembao.
Nous ne vendons que les articles de moins âgés, 3 ans, 4 ans par rapport aux plus âgés. D'habitude, à cette période, les recettes s'intensifiaient, mais cette fois, la situation est exceptionnelle. L'année passée, ceci coûtait 4 000 et cette année, c'est à 7 000. L'autre était à 1 500. Cette année, elle coûte 3 000 francs congolais. Ma fille passe en 6e des humanités, mais je n'ai encore rien comme fourniture scolaire. La vente n'est pas comme d'habitude, pourtant nous sommes également parents. Ce que nous faisons ici est le travail qui nous aide à scolariser nos enfants. Je suis moi-même vendeur des sacs, mais je n'ai rien remis comme sac à mes enfants pour la rentrée scolaire. Plus on se rapproche de la rentrée scolaire, plus le prix des fournitures scolaires grimpe et les parents restent perplexes. Nous n'avons pas assez de revenus pour scolariser nos enfants cette année. Le peu que nous avons nous aide à acheter les cahiers pour permettre aux enfants de débuter avec les cours. Le respect par certaines écoles de mesures annoncées par le ministère de l'EPST, dont l'inscription gratuite et pas d'obligation de payer la compte avant la rentrée scolaire, en offre de soulagement pour certains parents, pour qui les prix sur le marché sont encore abordables et négociables. Inscrire les enfants est gratuit, il faut juste payer la compte et récupérer les fournitures scolaires. Certains élèves premiers bénéficiaires de l'éducation sont loin de se tenir prêts pour lundi, partagés entre les difficultés des parents qu'ils sont forcés d'atténuer par la participation au ménage et la concentration sur les études. L'avenir est douteux. Je suis prêt, mais les outils pour la rentrée sont insuffisants par manque d'argent. Ce que nous vendons, c'est pour nous aider malgré que c'est dur. Nous n'avons pas assez de moyens, donc je ne pourrai pas reprendre le cours ce lundi. C'est ma mère qui m'a donné un fonds pour vendre. Ça nous aidera pour la rentrée des classes. Des nouveaux programmes scolaires, notamment des horaires de cours, et procèdent également à quelques travaux de réaménagement. Des coups de peinture, le nettoyage des salles et des bancs. À noter, dans ces 2 écoles, aucune vente de fournitures scolaires n'a été signalée. Et ce succès de la campagne de dragage du fleuve Congo, menée par la Congolaise des voies maritimes au cours d'une mission conjointe avec la Fédération des entreprises du Congo. Pour la directrice générale de la Congolaise des voies maritimes, cette initiative a permis de sécuriser et de maintenir la profondeur de la route de navigation. Plus qu'une réparation technique, c'est un signal clair. Lorsque les conditions sont réunies, l'expertise congolaise peut relever le défi les plus complexes. Depuis son acquisition en 2020, la drague Fachi était devenue le symbole des difficultés structurelles de l'entreprise. Immobilisation prolongée, intervention étrangère coûteuse et inefficace, dépendance quasi inévitable à l'expertise extérieure. Sous l'impulsion de la directrice générale Jeanne-Blandine Kawanda, la Congolaise de voies maritimes a fait le pari audacieux de confier la remise en service à ses propres techniciens, valorisant ainsi les compétences locales. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis le 10 juillet 2025, la drague assure en moyenne 12 heures de dragage quotidien. À mi-parcours de cette campagne le 2 août 2025, une délégation du comité de surveillance partenariat CVM-CEPAM-FEC a évalué les travaux. Constatant la performance de l'équipement et l'atteinte d'une profondeur de navigation de 26 pieds, indispensable pour sécuriser le trafic fluvial, la Fédération des entreprises du Congo a salué la qualité de réparation et a promis un soutien permanent à la CVM pour maintenir la drague Fachi en état optimal durant les 2 prochaines années, en attendant l'acquisition d'une nouvelle drague. Mais au-delà de cette réussite technique, c'est une véritable stratégie qui se dessine, valoriser les compétences nationales, réduire la dépendance aux sous-traitants étrangers et renforcer l'autonomie opérationnelle de l'entreprise. Parallèlement, la Congolaise de voies maritimes continue de respecter ses engagements, paiement régulier des salaires, règlement des indemnités de fin de carrière et des arriérés datant de 2005, contribuant ainsi à la stabilité sociale interne. Pour certains, il ne s'agit que d'une maintenance réussie. En réalité, ce chantier illustre ce qu'une entreprise publique peut accomplir en faisant confiance à ses équipes, en misant sur un management orienté résultat. Par cette approche pragmatique, la direction générale de cette institution publique envoie un message fort. Les savoir-faire congolais existent, il peut s'imposer et garantir durablement la sécurité de la chaîne logistique internationale au service du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Les amis de l'Afrique étaient très satisfaits. Très satisfaits, pourquoi? Parce qu'ils nous accompagnent avec la RACAT.
Au départ, les gens étaient hésitants. Ils disaient, mais Fatih ne travaille pas, nous allons encore louer, papa. Madame déjà avait dit niet, plus question de location. Elle a mis les moyens. Madame Fatih opérationnelle. Ils ont vécu, même ils étaient à bord. Les amis des FEC sont rentrés avec une grande satisfaction. Je dois vous dire sincèrement que l'équipage a un moral au zénith. Et c'est une campagne que nous sommes en train d'expérimenter avec un équipage exclusivement congolais, que ce soit dans la salle de machine, au niveau de la passerelle. Cela montre que les Congolais peuvent relever beaucoup de défis. Et jusque-là, depuis le 10 juillet. Et ce constat, la bataille quotidienne pour trouver de quoi mettre sous la dent s'intensifie, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Les causes sont structurelles, alors que les réponses sont le plus conjoncturelles. Le panier de la ménagère attend sa consistance pour des répercussions évidentes sur la table. Voici le dossier de ce journal. Forte inflation en RDC. La surchauffe est encore et toujours au rendez-vous de l'économie congolaise. Le boom qu'a connu l'économie vers les années 60-70 n'est plus qu'un simple trait d'histoire. Vraisemblablement, le pays demeure dans une phase où sa croissance s'est ralentie. Nous avons vécu 60 ans dans une perturbation sociale extrêmement grave. Je ne peux pas comprendre qu'en une année, on passe d'un budget de 4 milliards à un budget de 11-12 milliards de dollars. Où partaient les 8 milliards de dollars ? Conséquence, l'inflation est forte et la confiance des ménages et entreprises a diminué. Auparavant, juste avec 10 000 francs congolais, il était possible de couvrir les charges liées à la cuisine. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il faut 20 000 francs, soit 10 $ pour assurer une journée. Sur le marché, c'est la surchauffe. Tout cela s'explique. C'est presque illusoire aujourd'hui de connaître une baisse des prix sur le marché dans notre pays. La consommation est élevée, mais la tendance du pouvoir d'achat des ménages est alors fortement impactée. Signe d'une crise économique, la guerre est déclarée au sein de la société congolaise. Elle n'est pas armée, mais économique. Une grande partie de notre pan économique, en l'occurrence les importateurs, sont à 99,9% des étrangers et donc à un moment donné, ils jouent et spéculent sur les biens. Alors, comment faire face à l'envolée des prix? Un conflit qui touche le cœur de la souveraineté nationale, l'économie, moteur de la croissance pour chaque État, la clé aussi du bien-être pour les populations. Comment lutter? Le problème que nous avons, c'est le problème de production. On ne produit pas, on consomme tout ce qui vient à l'extérieur. Alors, lorsqu'il y a des chocs à l'extérieur, il y aura des effets d'entraînement dans notre pays. Il n'est bon que les provinces, les entités territoriales décentralisées, les territoires soient productifs. C'est de cette manière qu'on peut avoir plusieurs pôles de production et être en mesure de pouvoir baisser la pression intérieure en termes de prix. La crise que traverse la RDC met en lumière les faiblesses structurelles de son économie. Très dépendante des financements extérieurs, elle est tributaire des anticipations des investisseurs étrangers. Lorsqu'on est dans une ville comme Kinshasa, il faut savoir que c'est une ville qui est quand même objet de beaucoup d'importations. Beaucoup de produits importés qui se retrouvent sur le marché sont sujets à la géopolitique internationale. La croissance économique de la RDC atteint 6,1%. Voilà qui ferait rêver n'importe quel pays de la planète. Plusieurs États pourraient jalouser ce taux. Tout semble donc aller pour le mieux pour la nation dirigée par Félix Tshisekedi depuis 2019. Pourtant, lorsque l'on gratte le vernis, le constat est tout autre. Auparavant, un kilo de poisson chinchard pouvait revenir à 2500 francs congolais ou 3500 francs. Les prix ne font que s'envoler. Les déséquilibres économiques en RDC sont majeurs. 3 principaux éléments qui freinent la croissance de la RDC. L'inefficacité de l'État, le déficit d'infrastructures, la faiblesse du secteur privé. Le gouvernement a ce qu'on appelle les inspecteurs dans le ministère de l'économie. Ils doivent les envoyer, vérifier les prix des biens, parce que les prix des biens, le gouvernement a le prix des biens. Le ministère de l'économie a le prix des biens. C'est au ministère d'envoyer ces inspecteurs, d'aller chercher ces agents économiques-là qui font la spéculation et l'augmentation des prix abusivement. Jusqu'ici, les phases d'emballement de l'économie congolaise sont immanquablement achevées par des mises au pas brutales de l'économie. Cette fois,
Plus que sur la rigueur, les réformateurs misent sur l'accélération des réformes. Le gouvernement est là avec le ministère de l'économie pour ajuster les prix de biens sur le marché, c'est-à-dire pour lutter contre la spéculation qui se fait sur le marché. Mais pour pouvoir survivre, les Congolais vivent au-dessus de leurs moyens. Les premiers effets du plan de refroidissement décrété par le gouvernement se sont très rapidement heurtés à la réalité, à la situation financière dégradée des entreprises d'État et de l'investissement privé. L'État doit assainir ce qu'on appelle le climat des affaires, appeler les investisseurs, ils vont venir ici, ils vont créer des entreprises, ils vont commencer à produire et puis ils vont répondre à la demande interne. Deux catégories paradoxalement et involontairement les plus touchées, au point que les pouvoirs publics ont sensiblement relâché leur vigilance, donnant immédiatement un nouveau coup de fouet à la croissance. La surchauffe a une durée très variable, mais à quand la fin en RDC de cette longue phase de ralentissement de la croissance qui s'amplifie davantage? Il faudrait qu'on soit en mesure d'organiser la manière dont la nourriture atterrit sur la table des citoyens. C'est en maîtrisant ce flux de capacité que l'on peut être en mesure d'avoir une compréhension des chocs qui arrivent. Sinon, des fois, nous risquons d'interpréter maladroitement ce qui est en train de se passer sur le marché. Les ménages consomment de moins en moins du fait du coût important de l'argent. Une situation qui altère sensiblement la qualité du pouvoir d'achat de la population. Il est clair que la surchauffe économique ne peut pas être évitée. La croissance de l'économie est toujours accompagnée par l'inflation. L'inflation n'est pas mauvaise en soi, mais si elle est trop élevée, elle devient néfaste pour l'économie. Par rapport à notre pays, l'inflation qui nous dérange aujourd'hui, c'est l'inflation causée par rapport aux coûts. C'est-à-dire les coûts de production. Là où on achète le bien, les prix ont augmenté. C'est ce qui a fait que les agents économiques commencent à augmenter. Mais malheureusement, chez nous, il y a quand même de spéculation qui fait que non, les agents économiques commencent à exagérer un peu avec leurs prix. Des efforts continus destinés à améliorer la gouvernance et le climat des affaires permettraient de soutenir le développement du secteur privé et la diversification de l'économie. Le gouvernement doit commencer par modifier d'abord la politique industrielle, alléger quand même quelques tâches aux investisseurs, des exonérations, des taxes qu'on doit enlever, des impôts qu'on doit enlever, ou soit réduire pour stimuler à ces gens-là de venir investir dans notre pays. Avec des cadres d'action adéquats et une meilleure gouvernance, elles peuvent accélérer la croissance et améliorer le niveau de vie de la population. Cependant, après des décennies de guerre, de mauvaise gouvernance et de sous-investissement, le pays est confronté à des taux de pauvreté élevés, à un accès très limité aux services essentiels et à l'un des plus grands déficits d'infrastructures du monde. Comment se porte la photographie en République démocratique du Congo? L'état des lieux du secteur était fait à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts, en marge de la journée internationale de la photographie. Les différents points sont rendus dans ce reportage d'Yannick Bouyamba. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la photographie. Pour rendre hommage à cet art visuel, c'est un cadre de conversation et d'échange qui a été mis en place par le département de photographie de l'Académie des Beaux-Arts pour des échanges fructueux avec les panélistes qui portent sur un état des lieux des avancées et des failles à améliorer dans ce secteur en RDC. Depuis l'ère coloniale, il y a toujours eu la photographie. Je pense qu'aujourd'hui, on a accès à la mémoire du Congo du temps colonial via la photographie, avec tous les régimes politiques qui sont passés au Congo. Évidemment, l'image a toujours servi justement à garder cette mémoire. Donc, comme élément d'écriture, que ce soit l'appareil photo comme la caméra, ce sont des outils qui nous permettent justement, dans notre société contemporaine, de pouvoir porter et garder, archiver, stocker la mémoire. En tant que tel, je pense qu'il est important de lui accorder une valeur du point de vue du discours national. Une journée qui coïncide avec la célébration du centenaire de la photographie congolaise, organisée par l'école d'art de Kinshasa. Mais en particulier, nous célébrons le centenaire de la photographie congolaise. Et d'après les recherches de notre collègue Baudouin Bikoko, le premier de ces photographies retrace de 1925. Aujourd'hui, à l'Académie des Beaux-Arts, on a sélectionné un artiste spécial qui travaille beaucoup sur la question de la mémoire, parce que ces archives aujourd'hui nous intéressent beaucoup pour essayer de repenser notre histoire. La problématique du contour de la photographie en RDC, celle de l'importance de cet art dans le contexte identitaire, en passant par l'histoire de la RDC
ont été débattus par les intervenants dans un climat serein et de convivialité. Voilà, pour la photographie et la mémoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Merci de continuer à nous suivre.